Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de La Pensée et les Hommes. Aujourd'hui, une émission consacrée à un cercle, le cercle Élisée Reclus. Alors nous allons évidemment, en un premier temps, essayer de comprendre pourquoi ce héros éponyme, Élisée Reclus, sorti du XIXe siècle, aujourd'hui comme figure symbolique d'un cercle qui porte donc son nom. Et puis, en un second temps, les idées que porte ce cercle Élisée Reclus, qui commence à être connu au sein de la société belge et qui mène des actions tout à fait intéressantes, notamment en matière d'environnement. Alors je me tourne vers nos deux invités, qui parleront beaucoup mieux du cercle Élisée Reclus que moi-même. Tout d'abord Cédric Chevalier et puis Roland Moreau. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir sur le plateau de La Pensée et les Hommes, sur un sujet quand même qui maintenant est d'actualité, non pas brûlante, mais constante, puisque tous les jours Absolument. on parle de l'écologie, encore faudrait-il la définir. Alors, me tournant vers vous, Cédric, je vais vous demander de vous présenter en un premier temps. Oui, donc moi je suis en fait essayiste, je suis fonctionnaire de l'environnement, mais j'écris aussi des livres dans mon temps libre, très engagé pour tout ce qui est transition écologique, etc. Et en l'occurrence ici, dans ce cadre-ci, je suis membre du cercle Élisée Reclus, donc je participe à ces activités. J'ai aussi travaillé dans différents cabinets ministériels au niveau politique. Je vous demandais de vous présenter alors également. Oui, alors moi je suis un ingénieur commercial Solvay, donc j'ai démarré dans l'industrie, mais rapidement je me suis intéressé au recyclage. Ça m'a amené à prendre conscience des problèmes environnementaux. Du coup, je suis passé chez Greenpeace, ça a étonné pas mal de gens. J'y suis resté pendant 4 ans. Et puis pendant 16 ans, j'étais le directeur environnement du service public fédéral santé. Et depuis, je suis un retraité actif et heureux puisqu'on m'a invité à donner cours à l'ULB où je donne un cours d'introduction au développement durable. Donc un sujet qui intéresse aujourd'hui absolument tout le monde. On l'espère. Malheureusement, il intéresse énormément certaines personnes. Ce serait beaucoup mieux qu'il intéresse beaucoup de gens. Alors, premièrement, pourquoi avoir choisi le nom d'Élisée Reclus pour désigner, qualifier votre cercle? C'est-à-dire que les gens qui se sont regroupés au sein de ce cercle chercher la racine des problèmes que nous connaissons actuellement au niveau environnemental et social. Et la figure d'Élisée Reclus est arrivée parce qu'il est peu connu, mais il était connu par l'un ou l'autre membre du futur cercle Élisée Reclus. Et l'idée, après avoir regardé un petit peu sa biographie et ce qu'il avait fait, de dire mais c'est le nom qui nous convient. C'est au fond notre héros. C'est un précurseur au niveau de l'écologie. Il écrit une encyclopédie qui s'appelle « L'homme et la terre ». Et surtout, il a cette phrase que nous avons utilisée comme slogan « L'homme est la nature prenant conscience d'elle-même ». Et tout est quasiment dit là-dedans. Alors, il est également quelqu'un qui se préoccupe et qui s'inquiète du dualisme homme-nature. Et donc pour lui, évidemment, on regarde les choses globalement et holistiquement. Il est aussi un militant féministe. Donc il est vraiment précurseur dans plein de domaines. Rappelons qu'il est actif au XIXe siècle, donc militant féministe à l'époque. Absolument. C'est quelque chose d'innovant. Il est né en même temps que la Belgique en 1830. Donc c'est une bonne manière de le récupérer également pour notre cercle. Alors, vous avez employé des mots qui sont relativement complexes, une vision dualiste, une vision holistique. Vous pouvez un peu clarifier ce que vous entendiez par là? Mais, alors, l'idée, si vous voulez, la racine du problème, c'est cette idée, avec un humanisme que nous choyons et que nous chérissons, mais qui a amené un petit effet secondaire quand quelqu'un comme Descartes, qui est évidemment une figure extraordinaire qui n'est pas à remettre en cause, néanmoins, Descartes dit « maître et possesseur de la nature ». Donc il amène vraiment une distance. Il dit également que les animaux sont des machines qui n'ont pas d'esprit et pas d'âme. Et on peut se dire, et c'est la réflexion du cercle Élisée Reclus, et on va le voir à travers les conférences et les colloques qu'on organise, c'est un petit peu l'origine du problème. Parce qu'à partir du moment où l'homme prend cette distance, se considère comme supérieur, il est à l'extérieur de son environnement et il utilise l'environnement comme une chose.
et il perd les liens. De là l'idée, la démarche Élysée Reclus, holistique, c'est donc de reprendre les choses comme un tout et de ne pas s'opposer, ou en tout cas de ne pas augmenter cette distance entre l'homme et la nature. Oui, en fait, c'est vraiment un visionnaire qui aurait pu... certaines de ces phrases qu'on lit aujourd'hui, qui sont écrites au XIXe siècle, ça s'applique parfaitement à notre époque. C'est-à-dire qu'on est dans une époque, est-ce qu'il faut le rappeler, où il y a un réchauffement climatique qui s'accélère peut-être, il y a une 6e extinction de la biodiversité. Vous préférez le mot réchauffement à dérèglement ? C'est clairement un réchauffement, je veux dire, en termes de température, ça c'est évident, et ça provoque des tas de dérèglements climatiques partout dans le monde. Et alors, c'est le terme qu'utilisent les scientifiques de toute façon. Donc, voilà. Mais il y a aussi la 6e extinction de la biodiversité, des grandes pollutions au niveau des sols. On a eu l'affaire des PFAS. Au niveau de l'air, encore beaucoup de pollution de l'air. Au niveau de l'eau, et au point qu'on ne retrouve plus un seul endroit sur Terre qui ne soit pas pollué d'une manière ou d'une autre, de la fosse des Mariannes à moins 11 000 mètres jusqu'au sommet de l'Everest à 8 000 mètres d'altitude. Donc, et dans les embryons humains, on retrouve aussi des microplastiques, des choses comme ça. Donc il a pressenti probablement, lors de la révolution industrielle, que ce mouvement illimité de croissance et d'industrie et de technologie, etc., allait générer à un moment donné des contradictions et des graves problèmes. Donc ça, c'est évidemment toute une époque. Et vous vous êtes reconnu dans ce précurseur, au fond, qui nous pose des questions fondamentales sur l'homme dans son rapport à la nature. Mais en fait, c'est presque un héritage très théologique. Hein. C'est plutôt mon domaine, donc j'y pense directement. Dans la Bible, c'est Adam qui nomme les animaux. Donc qui a la prérogative du langage et du nom par rapport aux êtres et d'un certain point de vue aussi aux choses. Et cette distance est tout à fait troublante parce qu'on a tendance à considérer que c'est l'homme contemporain qui a introduit ça. Mais si on lit Lévi-Strauss, par exemple, il montre très bien que dès les civilisations dites premières, bon, on peut donner d'autres qualifications aussi, il y a une volonté d'inscrire l'homme en écart avec la nature. Et donc ça semble être très concomitant de l'être humain, de l'homo sapiens. Alors qu'en pensez-vous ? Mais je vous suis, et en même temps on dit, pour certains peuples premiers, que la notion même de la nature, ce mot, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent absolument pas. Puisqu'ils en font partie, ils n'ont pas eu besoin de la nommer comme quelque chose d'extérieur. Et ça me paraît de nouveau revenir à la chose fondamentale, c'est de retrouver ce lien qui est au fond aussi le lien avec la nature, mais c'est aussi le lien avec les générations futures, c'est de dire ce tout, nous allons le léguer. Et si on le lègue à nos enfants et nos petits-enfants, il s'agit de le léguer dans un état qui va leur permettre à eux de satisfaire leurs besoins. Ce qui est au fond la définition du développement durable dans le bon sens du terme. Donc aujourd'hui, le terme est un peu galvaudé. Moi, personnellement, j'utilise les objectifs de développement durable pour expliquer aux étudiants tout ce que c'est. Il y en a 17, c'est pas par hasard. Ce sont tous les domaines de la société qui sont couverts, l'environnement, le social et l'économique, et que c'est à travers ce tout global et équilibré qu'on va s'en sortir. Et je pense que la clé dans la pensée d'Élysée Reclus, le précurseur voit les limites avant les autres. Et c'est là où, pour moi, Descartes a des excuses. C'est qu'à son époque, les limites, il n'y a vraiment personne qui en parlait. Élysée Reclus, lui, il a eu l'idée de se dire un jour, on va tomber dans une situation de déséquilibre. Cette situation, historiquement, elle a commencé en 1971. Si on prend le Global Footprint Network qui mesure l'empreinte globale de l'humanité, donc notre demande de service à la Terre, et la biocapacité, pour la première fois, l'empreinte atteint et dépasse la biocapacité. Et ce n'est pas un hasard qu'une année après, en 1972, vous avez le premier sommet de la Terre à Stockholm sur l'environnement humain. Et on se préoccupe parce que les fumées, je vous le rappelle, étaient noires, les rivières devenaient brunes ou rouges, et donc il y avait une vraie inquiétude. Et c'est là que ça a démarré, un problème de pollution dans les pays riches, et très rapidement, on a vu arriver le débat entre, oui, c'est très bien de mettre des normes environnementales, mais nous, les pays du Sud, nous devons pouvoir nous développer avec nos techniques, et la tension entre l'environnement et le social sont nés à ce moment-là, et c'est en 92 à Rio qu'on essaye de résoudre ça à travers le concept de développement durable.
Et on reste toujours, et vous le voyez aujourd'hui, une dérive dans cette tension fin du mois. On s'occupe du social, il faut que les gens puissent payer leurs factures. Et les gens qui ont du mal à payer leurs factures, c'est très difficile de leur parler de la fin du monde de 2030 ou de 2050, puisque leur problème, il est pour dans une semaine. Oui, c'était une sorte de slogan demain. des Gilets jaunes à un moment donné. Hein. Vous me parlez de la fin du monde, je vous parle de la fin du mois. Exactement, avec raison. On peut parfaitement comprendre ça. Et si vous mettez ça au niveau planétaire, on peut parfaitement comprendre que les pays en développement, à mon époque, on osait parler encore de pays sous-développés. Et donc la question est là. Et aujourd'hui, ce qui est un peu terrifiant, c'est que vous avez des inégalités croissantes avec des ultra-riches. Et les ultra-riches ont tendance médiatiquement à utiliser les pauvres pour maintenir le business as usual. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle fortement et je crois qu'il faut qu'on dénonce cette situation. Alors là, c'est aussi un héritage lointain d'Élysée Reclus et d'autres, parce que la question de l'anarchie, elle est là aussi. Hein. C'est pas l'anarchie au sens, entre guillemets, mettre la pagaille partout. Hein. C'est l'anarchie au sens, qu'est-ce qui est le principe d'un système et à qui profite ce principe ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que si on revient à l'époque d'Élysée Reclus, tous les ingrédients, on va dire, du drame sont déjà présents. Donc il y a l'exploitation par l'homme de la nature, mais l'exploitation aussi de l'homme par l'homme. Et il y a ces deux volets qui sont dans un même élan c'est la naissance du capitalisme, la croissance, la révolution industrielle. Et très tôt, on l'a oublié, mais quand on relit des textes de l'époque, les gens, donc il y a des gens comme Émile Zola ou Germinal, enfin des choses comme ça, on voit que les premiers observateurs observent cette exploitation et cette destruction, en fait, à la fois des gens, les enfants qui travaillent dans la mine, mais aussi de la nature, donc des paysages qui sont complètement transformés. Moi, je viens de Charleroi. Le paysage de Charleroi, il date de cette époque, en fait. Il a été transformé par l'action de l'homme sur la nature. Ce que vous dites est très intéressant, parce que je vais évoquer Napoléon en 2 secondes. Alors, ça peut sembler étonnant à cet endroit du débat, mais Napoléon, comme Alexandre le Grand, se déplaçait à la même vitesse, c'est-à-dire sur un cheval. Quand il meurt, les premiers trains existent. Quand il passe au Val de Charleroi, en montant vers ce qui sera la fin de son parcours, vers Waterloo, il dit « Il n'y a rien de plus beau et de plus verdoyant que cette vallée ». Oui. C'est étonnant. Et effectivement, ça type bien les choses. Dans les 20 ans qui suivent, tout ça va être absolument transformé. Et rien que par ce moment charnière, au fond, du basculement d'un monde où il y avait une technologie, bien sûr, une technologie qui parfois pouvait être destructrice également, mais sans commune mesure avec la révolution industrielle. Et dans ce que vous dites, non seulement nous avons eu des intellectuels européens qui se sont préoccupés de la chose, que ce soit en Angleterre, bien sûr, dans nos régions, etc., mais aussi, par exemple, j'ai eu l'occasion de lire des textes de penseurs japonais qui étaient venus étudier en Europe à la fin du 19e et qui, en rentrant, disent si nos ouvriers savaient ce qui se passe en Europe, comment pourrions-nous encore contrôler la situation ? Osaka, par exemple, était devenu une sorte de camp de concentration à bagne à ciel ouvert, de par la concentration des personnes en termes d'exploitation industrielle, pour le coup anarchique, mais pas dans le sens où nous avons employé le mot anarchique. Alors, le cercle Élysée Reclus, qu'est-ce qu'il amène comme réflexion, qu'est-ce qu'il mène comme activité pour nous sensibiliser à ces questions qui sont fondamentales ? Eh bien, précisément, alors le thème pour Élysée Reclus, c'est apprendre, comprendre et agir. Et l'idée, c'est de partager le diagnostic. Et déjà ça, malheureusement, et vous le savez, au niveau des médias, aujourd'hui, on a des négationnistes au niveau climatique, des climato-sceptiques, on les appelle, pour être un peu plus gentil ou plus neutre. Et donc, il y a un vrai souci, c'est que la science commence à être mise en cause. Et ça, c'est un réel problème, bien évidemment. Donc, partager le diagnostic. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un petit peu, je vous rappelle, en 2002, Nicolas Hulot qui fait dire à Jacques Chirac « Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs ». Certains d'entre nous disent « Aujourd'hui, nous jouons aux cartes ». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et alors,
la dérive du concret, c'est les petits gestes. Je prends une douche au lieu d'un bain, j'éteins la lumière en quittant, etc. On a voulu éviter évidemment cet écueil et donc d'aller regarder les problèmes à la racine et de partager avec des intellectuels, mais pas que, donc des gens qui sont actifs dans la société, de manière à trouver un récit, une prospective qui peut nous réunir. Et moi, quand j'en parle, c'est pour dire le business as usual. Il est là avec un courant continu. Les publicités sont assénées régulièrement, plusieurs fois par jour. Et il faut essayer de trouver ensemble un courant alternatif. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir contrer, de proposer un autre récit. Et je pense que Cédric a bien écrit là-dessus, sur cette idée qu'on nous vend. Il n'y a pas d'alternative. Tina, there is no alternative. Et de dire, oui, si, il y en a. Oui, il y a plusieurs choses dans ce qui est dit ici. Effectivement, il faut se souvenir qu'on est dans une urgence. En fait, on est vraiment dans une urgence d'ordre existentiel. Donc, c'est pas une urgence financière ou réputationnelle ou autre. C'est vraiment, là, on parle de l'existence de millions, voire de milliards de gens. On parle de la planète et de son climat et de tous les autres aspects environnementaux. Donc ça, c'est un point très important. Élisée Reclus, il y avait une urgence peut-être pour certaines personnes ou les ouvriers, la classe populaire, etc. L'état de destruction de la planète n'était pas du tout le même. Aujourd'hui, vraiment, c'est documenté, le GIEC, etc. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, on a le sentiment que comme on n'agit pas, comme on n'arrive pas à résoudre le problème, alors on va changer le diagnostic. Donc on va changer les faits et donc on s'attaque finalement à la notion de vérité, qui est fondamentale pour le vivre ensemble. On s'attaque à la vérité scientifique, on s'attaque à la vérité journalistique, donc on remet en question la presse, on s'attaque à la vérité de la justice, on attaque la justice. Donc il y a une forme d'illibéralisme, on le voit en Hongrie avec Orban, on l'a vu au Brésil, Donald Trump incarne parfaitement tout ça. C'est un rapport au réel qui devient complètement délirant, en fait. Et c'est dramatique parce que quand la maison brûle, c'est pas le moment de raconter une histoire selon laquelle la maison ne brûle pas. Il faut que tout le monde en soit bien conscient. Et alors, au niveau du nouveau récit, ce qui est important, effectivement, peut-être, c'est ça le problème. On a parlé un petit peu de la vision du monde et du dualisme. Moi, j'ai l'impression qu'une des causes fondamentales de notre inertie, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à concevoir ce qui se passe parce qu'on est complètement déconnecté de la nature. J'ai toujours une image, c'est un Inuit. En langage inuit, il n'y a pas le mot tempête de sable. Forcément, ce n'est pas une expérience qu'il connaît. Donc le mot n'existe pas. Et nous, c'est comme si on n'avait pas le mot ou les mots pour expliquer ce que nous sommes en train de vivre, parce que dans notre vision du monde, notre inconscient, la métaphysique, on pourrait dire ça, on ne conçoit pas que l'être humain puisse avoir détruit ou dégradé autant la nature. C'est comme si la nature était un décor inerte aux activités de l'humanité. La plupart des philosophes, même les philosophes des Lumières, en fait, considéraient la nature comme un décor inerte. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, le décor, il nous tombe sur la figure, les acteurs, ils passent à travers la scène, et en fait, ça devient presque un acteur politique, en fait, la nature, en quelque sorte. Elle est en train d'avoir un impact politique, comme les inondations de 2021 en Wallonie. Voilà, ça devient vraiment une force politique à l'œuvre, mais qui n'est pas humaine. Ça pose beaucoup de questions. Et donc ça nécessite un nouveau récit. On pourrait dire une cosmologie, l'histoire qu'on se raconte sur qui nous sommes et dans quel monde vivons-nous. Il y a des petits problèmes aujourd'hui parce qu'on se raconte une histoire, on ne vit pas dans le monde réel en réalité. Voilà. Peut-être parce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes une partie de la nature nous-mêmes. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à parler de métaphysique, c'est assez juste, je pense, enfin. C'est-à-dire la nature en tant que concept métaphysique, la nature, c'est pas un concept, on ne voit pas la nature uniquement dans des livres, c'est pas une abstraction, c'est une interaction constante entre une multiplicité de phénomènes qui sont dans un équilibre plus ou moins stable ou instable selon les périodes et les époques. Et donc, ne nous voyant pas nous-mêmes dans la nature, en nous mettant hors de la nature comme des spectateurs, comme si nous étions Dieu, il se passe évidemment de graves erreurs en matière de raisonnement. Quand vous parliez tout à l'heure de Donald Trump et d'autres, il est symbolique d'autres, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, à mon avis, quand il parle, pense qu'il parle du point de vue de Dieu. J'évoquais tantôt la Bible. Quand il parle, il croit que la réalité suit. Il parle et sait. Donc faites-moi confiance, la guerre s'arrêtera en Ukraine demain matin. Faites-moi confiance, la température va redevenir normale. Faites-moi confiance, quand je le dis, c'est. Non,
c'est impossible. Et c'est une action collective et en interaction avec les différentes composantes et non pas la volonté fantasmée d'une personne. Mais vous parlez un peu déjà ici, on dirait, de homo deus. Moi, je voudrais revenir déjà sur le fait que cette prétention de s'être appelé homo sapiens, puisque bon, et c'est de parler d'homo... sapiens sapiens. Sapiens sapiens 2 fois carrément, absolument. Mais donc homo economicus, parce que je pense que là, il y a une vraie question. C'est que quand vous voyez les premiers économistes, il y a vraiment l'idée que la nature, les ressources sont là et sont illimitées, elles sont à disposition. Oui, la terre-mère, la nature-mère, etc. Qui pourrait non, tout donner. Non, parce que là, vous êtes en train de la qualifier, de la nommer, même avec une question de sensibilité. Je pense que l'homo economicus considère la nature comme une chose. Donc il la réifie, c'est vraiment une chose et il y a une distance. Donc la nature, ce sont des ressources à exploiter. Et c'est là où la machinerie capitaliste, la grande accélération, tout ça se met en place, où on utilise les ressources en pensant qu'elles sont illimitées. Les modèles économiques sont là avec des graphiques et on oublie complètement le fait qu'il va y avoir... Alors, ils finissent par arriver avec l'idée qu'à un moment donné, la demande est supérieure à l'offre, mais toujours temporairement, et le prix va ajuster. Et ça crée l'illusion que derrière, il y aura toujours de la matière pour alimenter le système. Et là, on est en train de se rendre compte, évidemment, à travers la population, qui est un des facteurs, mais nos modes de vie, qui sont un facteur 8 ou 10 fois plus important que l'augmentation de la population, pour expliquer l'empreinte écologique. Et donc, ce sont les modes de production et de consommation, entre autres des pays riches et des pays développés, qui, aujourd'hui, doivent être, alors j'allais dire, mis en cause. Il faut vraiment aller les chercher à la racine. Et ça signifie, et c'est dans la pensée, évidemment, d'Élisée Reclus et que nous reprenons, qui est de dire, à un moment donné, la décroissance matérielle est obligatoire. Je pense que Jean Covici, aujourd'hui, qu'on ne peut pas critiquer comme un fantaisiste, dit très clairement qu'au niveau de l'énergie, on est déjà en Europe en décroissance, depuis en fait 2008-2010. Donc, le Cercle Élisée Reclus propose dans son analyse d'accepter ce fait qu'il y aura une décroissance matérielle et donc propose en échange d'augmenter tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qui touche à la convivialité et au vivre ensemble. Oui, je voulais compléter ce que dit Roland, parce qu'effectivement, il y a des exemples concrets de ça. La mer d'Aral en Union soviétique a été pratiquement totalement asséchée, ce qui est même en termes économiques rationnels complètement stupide. C'est-à-dire qu'on avait là une étendue d'eau considérable, qui avait une production naturelle de poissons qui faisait vivre énormément de gens. Et bien sûr que le mécanisme du prix n'a pas résolu la question. C'est-à-dire, bon, même si on était en Union soviétique, donc ce n'est pas l'économie de marché classique, mais on a d'autres exemples aussi dans les économies, on va dire, capitalistes au sens strict. À un moment donné, la ressource est détruite, en fait. C'est là que la réification ne fonctionne pas. Il y a en fait un caractère vivant à tout ce qui est écosystème. Les sols sont vivants. En fait, on n'a pas de production agricole si les sols sont morts. Voilà, c'est très compliqué. Et par rapport à tout ça, on se retrouve un peu dans une impasse aujourd'hui, c'est vrai. Et probablement qu'avec Donald Trump, c'est un excellent exemple. Il y a une sorte aussi de principe de plaisir qui s'oppose à un principe de réalité. Il y a une réalité. Et le réel, c'est ce qui résiste, en fait. C'est la matière, c'est l'énergie, etc. Et par rapport à ça, Lacan disait, on se cogne au réel. On se cogne au réel, voilà, et ça fait mal. Et certains ont l'air de se cogner beaucoup avant de comprendre qu'il y a un mur. Et ce qui va sans doute être nécessaire, et j'ai envie de dire, c'est même plus une option politique, ça devient une nécessité scientifique, c'est d'échanger effectivement l'extension matérielle contre une extension immatérielle qualitative. Donc le bien-être, la qualité de vie, la spiritualité, le loisir, la culture, les arts, etc. Tout ça a une empreinte écologique nulle ou très faible. Par contre,
la taille de la voiture, le nombre de vols en avion, la viande, la taille des logements, tout ça c'est matériel et ça les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc glisser d'une croissance quantitative, qui a peut-être eu sa raison d'être, hein, on peut comprendre. Absolument. Certains pays le demandent encore aujourd'hui, on peut l'entendre bien sûr, mais vers une croissance qualitative. Tout à fait. Parce que moi, à mon avis, ce n'est pas une décroissance, c'est une croissance qualitative qui elle-même générera énormément de bienfaits, certainement, de prospérité, voire même de profit, ce n'est pas un gros mot, mais en tout cas d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, dans ce que vous amenez, très intéressant. Et alors vous avez un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'ici, qui est sobriété, qui pour certains est considéré comme la décroissance, le diable. La sobriété en termes de ressources ou d'énergie, pour une entreprise, c'est du bon sens. C'est réduire ses coûts, c'est augmenter son efficacité et c'est réduire en même temps l'empreinte écologique. Donc la sobriété est un concept que, pour employer ce vocabulaire, le Cercle Élysée-Reclus souhaite promouvoir très clairement. Eh bien, c'est un très beau sujet qu'on pourrait développer, je l'espère, en collaboration avec la pensée et les hommes, parce que c'est tout un pan de la réflexion qui vient vers nous. Et il me semble que peut-être mieux que d'autres grands discours, ce que vous nous avez montré pendant cette discussion, malheureusement, comme toujours, trop brève, mais on en fera d'autres, c'est que l'homme est en interconnexion et en interdépendance avec ce qui l'entoure, avec la nature, avec le vivant, voire même avec ce qui n'est pas vivant, avec l'ensemble. Et cette interconnexion, cette interdépendance, c'est un concept d'ailleurs que nos amis bouddhistes emploient volontiers, l'interdépendance, dans un sens parfois un peu différent, mais mérite d'être réfléchi aujourd'hui. Et il n'y aura pas de réflexion sur l'humain demain sans cette pensée en profondeur. J'en suis intimement convaincu. On va glisser de l'humanisme avec sa connotation idéologique vers une réflexion sur l'humain, au sens large, dans cette optique qui est le grand défi, au fond, philosophique des décennies qui viennent. Encore faudra-t-il aussi répondre aux questions concrètes, questions pratiques, et amener peut-être aussi au travers de tout cela un message d'espoir, parce qu'il ne s'agit pas ici de parler d'écologie au sens politique, il s'agit de parler d'écologie au sens philosophique. Donc, si je peux me permettre, je vous en prie. Étymologiquement, l'écologie est une science. L'économie, c'est la gestion de notre terre. L'étude de notre terre, c'est l'écologie. Et donc, il est temps de remettre l'écologie où elle est, c'est-à-dire une vraie science, et de ne pas la dénigrer comme un seul mouvement politique. L'écologie, c'est vraiment le respect scientifique de la réalité. Et je voulais ajouter une chose par rapport à ce que vous dites. C'est le philosophe Edgar Morin qui a ce propos-là, qu'il est nécessaire en fait d'écologiser l'humanisme. En fait, l'humanisme est à renouveler pour sortir de cette dualité homme-nature, pour recombiner les deux éléments et en fait écologiser au sens scientifique d'interdépendance la notion d'humanisme. Ce sera le mot de la fin, parce que Edgar Morin, j'ai eu l'honneur de le connaître, c'est quand même une des grandes figures de la réflexion au XXe et XXIe siècle. Mesdames et messieurs, le Cercle Élysée-Reclus, toute une réflexion humaniste autour d'une nouvelle façon de redéfinir l'humain, et donc une émission d'À penser les hommes que je vous invite à voir et à revoir. À bientôt.